Je suis une et toutes les femmes. Je suis celle qu'on a fait passer pour folle et qu'on a enfermée. Je suis votre plus grande terreur. Je suis l'incarnation du quart d'heure de célébrité. Je suis Valerie Solanas, la femme qui a tiré sur Andy Warhol. I heard Andy say, "No, no, Valerie," and suddenly there was like an explosion. Pop artist Andy Warhol was shot and critically wounded by a disgruntled would-be actress named Valerie Solanas. Can you tell us what happened when she entered the office? She drew a weapon and fired and shot Mr. Warhol. For like 45 minutes the ambulance didn't come and he never passed out. One bullet went into the left side and went out to the right side. Any idea as to why she shot the two men? At this time, we have not established a motive. There was no previous indication of any reason for this. Is this Valerie Solanas? Yes, it is. You mean the famous Valerie Solanas? Yeah. How are you doing? Okay. Listen, I was calling you to find out if you were interested in having the SCUM Manifesto reprinted. You wrote it, what, in 1968? No, it was 1967, I think. 67. Once upon a time you were an actress, too. You were a writer and an actress. Did you act in anything? No, not recently, no. Well, did you want to publish the manifesto? Yeah. You know, because, I mean, I'm told that this manifesto is just so brilliant. So I'm sure if it was printed, people would buy it. Comment tu le sens, toi, de l'adapter en français? Parce que c'est difficile d'imiter l'intonation de quelqu'un qui parle pas dans notre langue. Et puis elle a un accent vraiment très fort, très prononcé, très urbain. Ce sur quoi je jouerais, c'est la rapidité du débit, l'intention derrière, c'est-à-dire quelque chose d'assez droit. Et il y a une drôlerie aussi qu'il faut retrouver. Et tout à l'heure, quand tu seras devant le micro, pense bien à mépriser la personne qui t'écoute. Ce qui rendra certains passages encore plus drôles par ailleurs. Parce que vraiment, t'es l'odieuse bonne femme, quoi. Et en même temps, t'es quand même l'autrice du texte le plus radical de toute l'histoire du féminisme, tu vois. Ok. Est-ce que on se fait une première lecture? On commence directement à Je suis née avec North City. Je suis née le jeudi 9 avril 1936, à 5h37 du matin, au 104 South Frankfort Avenue, à Ventnor City, une petite station balnéaire dans le New Jersey, collée à Atlantic City. Ma mère était assistante dentaire, elle avait 18 ans. Mon père était barman au Denny's, un des plus gros hôtels du front de mer. Il en avait 21. Ma sœur et moi avons eu une enfance heureuse. Enfin, je crois. J'aimais bien la vie là-bas. Il y avait tout le temps plein de touristes. Je me rappelle de l'odeur des barbes à papa, de la fête foraine. J'avais 4 ans quand ils se sont séparés et qu'ils nous ont envoyé, ma sœur et moi, chez nos grands-parents maternels à Atlantic City. On m'a dit que quand j'avais 5 ans, mon grand-père me frappait avec sa ceinture et qu'au lieu de pleurer, je restais debout, face à lui, en riant.
Quand j'ai eu 6 ans, mon père a demandé à me garder une journée par semaine. Tous les dimanches, j'allais chez lui avec ma sœur. Mais c'était avec moi qu'il voulait rester. Et tous les dimanches, il m'enfermait avec lui, dans sa chambre. J'ai découvert le sexe de la façon la plus écœurante qui soit avec celui qui était censé me protéger. Pourquoi est-ce qu'il me violait moi et pas ma petite sœur? Je ne sais pas. Dans ma tête de petite fille, je me sentais l'élue, la chouchou à son papa. C'était sans doute pour ça que je l'ai supporté. À 13 ans, ils m'ont envoyée en pensionnat. Ce pensionnat était en réalité un nid de filles-mères, de gamines qu'on planquait le temps de leur grossesse, en attendant de leur retirer leur bébé, pour éviter que la honte ne s'abatte sur toute la famille. Moi aussi, on m'y avait planqué. Et c'est là que j'ai accouché de Linda, en 1951. J'avais 14 ans. La paternité et la maladie mentale. Peur, lâcheté, timidité, humilité, insécurité, passivité. Maman veut le bien de ses enfants. Papa ne veut que le bien de papa. Ce qu'il veut aussi, c'est s'approprier sa fille sexuellement. Il donne la main de sa fille en mariage. Le reste est pour lui. This is Valerie at age 14. To me, she looks like such a young kid, and by now she's already had a daughter. I always look at this photo because there's something about her sort of lively spirit in this one that I like. So the mother made a decision to raise the daughter as, like, telling everyone that it was her, that this daughter was her mother's daughter, not Valerie's daughter. And so there was kind of a framework that emerged where Valerie grew up with her own daughter being recognized as her sister. And then, of course, she goes on at age 15 to get pregnant by, a sailor who is passing through town is the story. We can't know for sure either, but that's the story. And she gets pregnant with her son. And then, she ends up, like, the family kind of makes an arrangement with this other family that were having fertility issues to basically trade this new baby in exchange for them paying for Valerie to go to college. And those are the conditions that she was able to afford to go to college. À 16 ans, j'ai accouché pour la seconde fois, un petit garçon nommé David. C'est là que j'ai compris que mon ventre était monnayable, que ma chatte était monnayable et qu'il n'y avait aucune raison pour que je me tape tout le boulot gratuitement. J'ai fait un marché avec le couple friqué. J'ai échangé David contre la garantie qu'il me paie l'intégralité de mes frais d'inscription à l'université, jusqu'au bout. Et c'est comme ça que je me suis inscrite en psychologie à l'université du Maryland. Je suis arrivée dans un milieu où les hommes étaient largement majoritaires. Les quelques femmes qui venaient en cours étaient soignées, toujours bien peignées, elles portaient des jupes. Je n'avais rien à voir avec ces filles à papa. Alors qu'elles en étaient encore à attendre le mariage pour se faire dépuceler, moi, je me disais ouvertement lesbienne. Ça les dépassait complètement. J'étais une anomalie. She is photographed here in her dorm room with her the rest of her residence hall mates in Carroll Hall. She is wearing a checkered shirt, and along with the rest of her dorm mates. Along with this photo, there should also be a photo of her for her senior picture. There she is, Valerie Jean Solanas, and some of the information about her major and her degree, and that she wrote for the Diamondback, which was the student newspaper at the time. So yeah, that was her there at her senior year in 1958.
En parallèle de mes études, j'ai travaillé dans un laboratoire d'expérimentation animale. On observait les comportements des chats et des chiens. C'est là que j'ai commencé à théoriser que le mâle est un accident biologique. Le gène Y mâle n'est qu'un gène X femelle incomplet. Que l'homme est une femme manquée, une fausse couche ambulante, un avorton congénital. De nombreux savants mâles s'écartent prudemment de la recherche biologique dans leur terreur de découvrir que les hommes sont des femmes plus qu'incomplètes. Grâce au progrès technique, on peut aujourd'hui reproduire la race humaine sans l'aide des hommes. Ou d'ailleurs sans l'aide des femmes. Et produire uniquement des femmes. Conserver le mâle n'a même pas la douteuse utilité de permettre la reproduction de l'espèce. J'ai décroché relativement facilement ma licence et je me suis inscrite en 1958 en master. Et là, c'est devenu une toute autre affaire. À cette époque, les femmes dépassaient rarement la licence. En master, il n'y avait plus que des hommes. Et de toute façon, il n'y avait qu'eux qui décrochaient les bourses et les programmes de recherche. C'est là que les vraies emmerdes ont commencé. Et qu'on m'a poussée vers la sortie. On m'a pas renvoyée, on m'a juste privée de tout. Les chercheurs en place, dans leur insécurité mâle, protègent jalousement leur poste et veulent nous faire croire que seule une petite élite est à même d'apprécier les concepts scientifiques abstraits. Le but de l'enseignement supérieur n'est pas d'instruire, mais d'exclure le plus grand nombre possible de gens de certaines professions. L'homme, qui n'est qu'un corps, n'attribue pas de valeur à la connaissance et aux idées pour elle-même. Bien au contraire, il investit tout dans l'ignorance. Le mâle sait qu'une population féminine éclairée et consciente signifierait sa perte. En parallèle de mon master en psychologie, je me suis inscrite en philosophie. Mais c'était pas mieux. Alors je suis partie. J'ai traversé le pays en stop, et durant l'été 60, j'ai commencé à ruminer ce qui allait alors devenir mon œuvre majeure. Le SCUM Manifesto. Bien qu'il ne soit qu'un corps, l'homme n'est même pas doué pour la fonction d'étalon. Obsédé qu'il est par son désir de bien s'en sortir, de battre un record, de ramoner consciencieusement, il se soucie peu d'être en harmonie avec sa partenaire. Rongé qu'il est de culpabilité, de honte, de peur et d'angoisse, son idée fixe est toujours baiser. 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 Il n'hésitera ni à nager dans un océan de merde, ni à s'enfoncer dans des kilomètres de vomi s'il a le moindre espoir de trouver sur l'autre rive un con bien chaud. Il baisera n'importe quelle femme, même s'il la méprise, et il ira jusqu'à payer pour ça. À toutes celles qui ont un brin de civisme, le sens des responsabilités et celui de la rigolade, il ne reste qu'à renverser le gouvernement, en finir avec l'argent, instaurer l'automation à tous les niveaux et supprimer le sexe masculin. Je ne me souviens plus exactement quand je suis arrivée à New York. Quelque part entre 1961 et 62. Le village était une porte ouverte vers une liberté à laquelle je n'avais jamais goûté. C'était fascinant. Le monde était plein de frics, de marginaux, de rebuts, de pédés, de gouines, comme moi. En 62, j'ai acheté une machine à écrire et pendant 3 ans, je l'ai trimballée d'hôtel en hôtel. J'ai commencé à écrire Eppure, ma première pièce de théâtre. Celle que je proposerai plus tard à Andy Warhol. Je me suis installée à l'hôtel Earl, qui avait la particularité d'avoir une aile spéciale pour les drag queens et les lesbiennes. C'est là que j'ai rencontré mes amis Jeremiah Newton et l'icône trans Candy Darling.
Je m'y sentais bien, mais je n'avais pas un rond. Les loyers impayés ont commencé à s'accumuler. Ils m'ont flanqué dehors. Alors, je suis partie vivre dans la chambre 606 du Chelsea Hotel. It was a great place. It was very inexpensive, cheap, a lot of drugs. And Valerie was on the periphery of it. She really couldn't afford a room for more than 5 days. So for 2 days, she would live on the roof and then check back in the hotel again. You couldn't live there if you were Mr. and Mrs. America. You had to be a little freaky to live in that hotel. De temps en temps, j'amenais des mecs sur le toit, je les suçais ou je les laissais me baiser pour quelques dollars. Je les haïssais. En 65, j'ai enfin achevé l'écriture d'Eppure. J'étais tellement fière. Pour moi, c'était le texte qui allait me révéler au monde comme écrivaine et dramaturge. Il me manquait qu'un petit coup de pouce. L'aide de la personne la plus influente de toute la contre-culture new-yorkaise, Andy Warhol. Andy était l'homme de la situation. Il avait le pouvoir de rendre célèbre qui il voulait. Il produisait à tour de bras les œuvres de sa horde de sbires, des musiciens, des cinéastes, pour le peu qu'il lui fasse un peu de lèche. Pour moi, il devait impérativement produire ma pièce. Je lui ai posté une copie avant même de le rencontrer. Il ne m'a pas répondu, alors je lui ai réécrit pour qu'il me rende mon texte. Non seulement ce connard n'a pas voulu produire ma pièce, mais en plus, il l'a perdue. Deux ans plus tard, j'ai achevé le SCUM Manifesto. Ce que j'ai écrit, personne ne l'avait jamais écrit auparavant. Je l'ai écrit du plus profond des marais puants du patriarcat. Sa recherche frénétique de compensation, Parce qu'il n'est pas une femme, combinée avec son incapacité fondamentale à communiquer et à compatir, a permis à l'homme de faire du monde un gigantesque tas de merde. Il porte l'entière responsabilité de la guerre, la gentillesse, la politesse, la dignité. L'argent, le mariage et la prostitution, le travail contre l'automation, la philosophie, la religion et la morale fondée sur le sexe, Les préjugés, L'impossibilité de la conversation, l'impossibilité de l'amitié, de l'amour, l'animalité, domesticité et maternité et suppression de l'individualité. le vol de l'intimité, l'isolement, les pavillons de banlieue et l'impossibilité de la vie communautaire, Le conformisme, l'autorité et le gouvernement, la compétition, le prestige, le statut, l'éducation, l'ignorance, le secret, la censure, l'élimination de la connaissance et des idées, la chasse aux sorcières, la méfiance, la laideur, la haine et la violence, la maladie et la mort. J'étais persuadée que mon livre allait déclencher une révolution, que les rues de New York allaient s'embraser. Le SCUM devait devenir un mouvement, une organisation armée. J'ai tenté de recruter des volontaires. SCUM évitera toujours de se faire prendre et de se faire condamner. SCUM agira par en dessous, furtivement et sournoisement. Mais les meurtres de SCUM seront toujours connus en tant que tels. Ce qui pourra libérer les femmes de l'emprise masculine, ce sera donc la destruction totale du système fondé sur l'argent et le travail, et non l'égalité économique à l'intérieur du système. Ce que SCUM veut, c'est démolir le système et non obtenir certains droits à l'intérieur du système. America was in the middle of the atrocity that they were committing in Vietnam, and the black struggle for civil rights was starting to heat up.
We started Black Mass to introduce the idea of art and politics as a combination. We went to a demonstration at the Pentagon and we found a way to break into the Pentagon. We were the only people in history to actually break into the Pentagon and fight with the troops inside in the hallways. Valerie would be around us all the time. She was trying to oppose the patriarchal society that surrounded her. She was too radical. She was a very intelligent woman. She knew a lot about history, especially how men mistreated the world since the beginning. But people didn't want to hear this. She wanted to kill all the men. She wanted to kill all the men, except me. She wasn't going to kill me. She wanted to kill all the men and remove them from the face of the earth. She really wanted to kill all the men, or was it just a symbol, or maybe... No, it wasn't a symbol. She wanted to do it. She hated them for good reason. One night we were sitting around talking, drinking coffee, and I said to her, I said, you know, Valerie, your manifesto, it's about cutting up men. And here I am, I'm a man, you're always here around with me. And she had a look on her face like, I never really thought about that, she said. She said, oh, I promise, you'll be the last man we kill. J'étais la première femme à appeler ouvertement à prendre un flingue et tirer dans le tas. Avec le SCUM, j'ai revendiqué avant l'heure ce dont le monde s'apprêtait à prendre conscience. Nous aussi, les femmes, nous pouvons être violentes. SCUM sera la grande force bousibaisante, la force du détravail. Les filles SCUM détravailleront systématiquement jusqu'à ce qu'elles se fassent renvoyer, puis chercheront un nouvel emploi à bousiller. SCUM prendra d'assaut les autobus, les taxis et les guichets, conduira les autobus et les taxis et distribuera gratuitement les tickets. Ensuite, SCUM s'emparera des antennes de la radio et de la télévision et s'empressera de soulager de leur besogne tous les employés qui s'opposeraient à l'entrée de SCUM dans les studios. En baisant le système à tout bout de champ, en détruisant la propriété de façon sélective... Et en assassinant, une poignée de SCUM peut prendre le contrôle du pays en l'espace d'1 an. Le problème, c'est que personne ne voulait rejoindre mon organisation. J'ai bien essayé d'organiser des réunions au Chelsea Hotel, mais quasiment personne ne venait, à part quelques tarés soumis qui voulaient lécher mes pieds ou ce genre de conneries. J'étais une lutte armée, sans troupes. So she has these meetings. Largely, who ends up showing up are women who have these incredible trauma histories and men who are like a little bit masochistic. Like that's the combo who's showing up for these meetings. And there's these men who, you know, are like kind of in the model of like what she calls later the men's auxiliary, right? And they're interested in like men undoing masculinity essentially, or men sort of being like, yeah, I am a piece of shit. Like you should stomp on me. Like this kind of like bizarre, like masochistic frame. Je vendais le manifeste dans la rue. $1 pour les femmes, 2 pour les mecs. C'est à cette époque que, grâce à Candy Darling, j'ai commencé à traîner à la factory. Et qu'on m'a enfin donné le numéro d'Andy. Andy ne se souvenait même pas que je lui avais envoyé une copie de Up Your Ass. Mais au téléphone, il m'a dit qu'il aimait bien le titre. Alors il m'a filé un rendez-vous. Je n'avais rien à voir avec les stupides stars dont s'entourait Andy. Ultraviolette, Viva, Eddie Sedgwick, Nico, que des mannequins. On a commencé à se fréquenter de plus en plus souvent. Il dînait quasiment tous les soirs au Max's Kansas City.
Je m'asseyais à sa table et il me demandait mon point de vue sur les hommes et la société en général. À ce moment-là, j'espérais encore qu'Andy ferait partie des hommes auxiliaires. SCUM exterminera tous les hommes qui ne feront pas partie de l'auxiliaire masculin de SCUM. Faire le bien est une condition nécessaire mais non suffisante pour faire partie de l'auxiliaire masculin de SCUM. Pour sauver leur morne cul, les hommes doivent aussi éviter de faire le mal. J'étais persuadée que lui et moi, on était pareils, sur bien des points. On savait l'un comme l'autre que baiser n'avait aucun intérêt. On savait que le sexe était une perte totale de temps, que c'était le refuge des imbéciles, que c'était quelque chose dont les femmes devraient se débarrasser une bonne fois pour toutes. SCUM sont des filles à l'aise, plutôt cérébrales et tout près d'être asexuelles. Le sexe ne permet aucune relation. Les SCUM ont tout vu, tout le machin. Baise et compagnie, sus-bite et sus-con. Il faut avoir pas mal baisé pour devenir anti-baise. Et les SCUM sont passés par tout ça. Maintenant, elles veulent du nouveau. J'étais persuadée qu'au fond, il me comprenait. Ce dont je ne me rendais pas compte, c'est que pendant ce temps-là, cet enfoiré me volait tout. Il me volait mes meilleures répliques pour les injecter dans ses films. It's about time that women had someplace, somehow, something to do. God damn it, we're tired of you fucking men. I can't stand the sight of men. And if I can't make it with men, then I'll make it with women. Il était en train de me déposséder de tout. She felt he was a user. He was a despicable person. I mean, I knew him. He was horrible. I mean, he represented everything wrong. The way I see it. Everything wrong in society. Like the manipulation of creativity, the attempt to make everything a product. Everything wrong he was perpetrator of. And she represented everything good to me. Like an effort to survive, to overcome the hardship you've been through, to overcome the damages that you suffered, and to be creative. It's so clear to me. Now, I was told that you acted in a movie. What was the name of it? Iron Man. Oh, yeah, that's right. Iron Man. Now, what do you remember from Iron Man? I want to discuss it. Oh, okay. I think was in it a man called Tom Baker? Tom Baker, yeah. Yeah, I think he did die. Really? Yeah, I think so. I think he died of a drug. Did you enjoy working in the movie? Yeah, it was fun. Mon rôle dans Iron Man était complètement improvisé. Ils ont allumé la caméra, ils m'ont dit « Vas-y Valérie, dis-lui ce que tu lui dirais dans la vraie vie ». Et on est resté comme ça, à s'embrouiller dans une cage d'escalier pendant 7 minutes, en plan fixe. Wow. I just told you I don't like your tits. Well, okay, I keep my shirt on, you know. I still don't like your tits. Do you like men? Dig men? We're not talking about men, we're talking about tits. Do you dig men's Don't tits? change the subject. You dig men's tits? Do you dig men's tits? No, I dig my tits. I want to go home. I want to beat my meat. What do we do? You remember any of the people that were in it? Yeah, I do. Yeah. I think they all died, didn't they? They all died. Did you make money at that? No. It was hard to make money with Andy Warhol, wasn't it? Yeah, it was. Andy m'a grassement filé $20 pour mon rôle. C'est ce qu'il filait à ses actrices. Viva m'a dit qu'elle aussi, elle avait touché $20 pour Bike Boy. Il nous exploitait toutes. L'art chez Andy est une véritable machine à cash. Tout n'est question que de contrats, de pourcentages, de recettes, de bénéfices. C'est tout ce qui l'intéressait.
Il n'en avait rien à foutre de mon travail. She felt, in a way, it was a way for her to find economic help through him. There were a lot of people with money around Andy. I mean, it was all about money, but it was money, just selfish money. It wasn't helping people at all. Le grand art et la culture. Nous savons que le grand art est grand parce que les hommes, des spécialistes, nous l'ont dit. Et nous ne pouvons pas dire le contraire, vu que seules des sensibilités exquises, bien supérieures à la nôtre, sont à même de percevoir et d'apprécier ce qui est grand. La preuve de leur sensibilité supérieure étant qu'ils apprécient les saloperies. Mais l'artiste véritable, c'est toute femme saine et sûre d'elle. Et dans une société féminine, le seul art, la seule culture, ce sera des femmes déchaînées, contentes les unes des autres et qui prennent leurs pieds entre elles et avec tout l'univers. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre les choses en main. J'ai fait la connaissance de Maurice Girodias, un éditeur français puant qui avait publié Lolita, Histoire d'eau et Le Festin nu. Lui aussi vivait au Chelsea Hotel. Maurice est le seul qui ait pris au sérieux mon potentiel d'écrivaine. Sauf que son contrat était foireux. J'ai réalisé qu'en fait, je lui avais cédé tous mes droits, même ceux de mon manifeste et de ma pièce. Oh, God. Yeah, Girodias. If ever there is like a villainous character in this story, I feel like he's probably it. I mean, there's aspects of Valerie where you think, well, she might have been paranoid. I don't think that's the case with Maurice Girodias. So, you know, he gives her this contract, and this is a major, major problem for her. It made her feel so afraid of being controlled, of being taken over, of being exploited. And that is really the beginning of when, like, she really starts to lose it with regard to Warhol, because she starts to become paranoid that Girodias and Warhol have, you know, don't have her best interests in mind, which was in fact true. And that she's going to be exploited, and that her work is going to be stolen from her, and that she'll lose control, that she won't make money. Like, all of this stuff starts to unravel. Andy, il n'en avait rien à foutre de me produire. Il disait que chacun avait droit à ses 15 minutes de célébrité. Alors j'ai décidé d'en être. Puisque ça n'était pas de gré, alors ça a été de force. We were part of the occupation of Columbia University. The campus was surrounded by police, and nobody could get in or out, but somehow Valerie got in. So she came to see me, and she hung out with me for a while, and then she said, "Oh, I wanted to ask you, what would happen if I shot somebody?" So I told her, it depends who you shoot and if they die or not. She said, "Oh, okay," and she laughed. And a week later, she shot Andy. Et là, c'est le jour où elle est maquillée. Ouais. Ça a dû couler. Ouais. Super. Ok, c'est bon. Tu la tiens bien. Ouais. Ok. Il faisait chaud ce jour-là. Dans mon sac, il y avait un Colt et un Beretta automatique. Je suis allée à l'Actor Studio pour essayer de choper le producteur Lee Strasberg pour lui demander de produire Eppure. Mais je suis tombée sur Sylvia Miles qui venait de décrocher un rôle dans Macadam Cowboy. Elle m'a dit que Strasberg n'était pas là. Elle mentait. Elle avait peur. Je l'ai vu dans ses yeux. Et elle a fermé le studio. Après, je suis allée à l'appartement de la productrice, Margot Feinden, à Brooklyn. So she shows up at Margot Feiden's house and knocks on the door. Margot Feiden at the time had an 18-month-old baby, right, that she's like holding in her arms. And Valerie comes in and, you know, is sort of pitching the play and saying, I want you to produce this play. This play is really important. And,
you know, this sort of devolves into like a much more intense scene where she then like makes it clear that she has a gun and like kind of threatens Margot Fyden, like with her infant present, to say like, I need you to do this, and then tells her, I'm going to go right now and shoot Andy Warhol. Eventually, you know, Valerie leaves Margot Fyden's house and does actually start heading over to the factory to shoot Andy Warhol. And Margot Fyden calls the police and says, this woman is heading over right now to shoot Andy Warhol. And in the most classic, like horrific example of sexism again, the police just don't take her seriously. They think this is like fake or not significant or a prank call, or they just like dismiss her. And she tries over and over, unsuccessfully, to warn them. Je suis allée à la factory vers 14h30. Je suis tombée sur Paul Morisset dehors. Je lui ai dit que je voulais voir Andy, qu'il me devait de l'argent. Paul m'a dit qu'Andy n'était pas là, qu'il ne viendrait pas. Je savais que c'était faux. Alors j'ai attendu au coin de la rue. Je suis revenue 7 fois. Vers 16h, Andy est enfin arrivé, en même temps que son mec, Jed Johnson. Ils m'ont laissé entrer, j'ai pris l'ascenseur avec eux. Je suis descendue de l'ascenseur. J'ai vu qu'il y avait l'assistant d'Andy, Fred Hughes, et un autre gars que je connaissais pas. Morisset m'a dit qu'ils avaient du boulot, que je devais dégager, que si je partais pas moi-même, ils me foutraient dehors. Le téléphone a sonné, Morisset a décroché. C'était Viva. Morisset a tendu le combiné à Andy pour qu'il parle à Viva, et il est sorti de la pièce. Fred Hughes m'a demandé « Tu écris toujours des livres cochons, Valérie ?» Somebody else answered the phone and handed the phone to Andy. I heard these cracks and was saying, Viva. I thought it was cracks of a whip. And I thought, oh, he's pretending somebody's whipping him. But that wasn't it at all. It was the gunshot. I heard Andy say, no, Valerie. There were more shots. And I was at this point underneath my desk, and I looked over, and she was right in front of me. But she'd already shot Mario Maya in the back as he ran out of the room. And I said, Valerie, please don't shoot me. You better get out of here right away. And so she kept the gun like that, and she walked back, and she left. At approximately 4:30 p.m. this date at 33 Union Square West, 2 males were shot by a female. One of them was Andy Warhol, who was the owner of Warhol Films located at this location, and the second was Mario Amayo, who was there in connection with a business arrangement. A person we now know as Valerie Solanas, who formerly worked for Mr. Warhol, entered the premises, and she shot both of these men. What sort of work did she do for him, Inspector? Do you know that at this time? She was one who was used in the film as an actress. Was the other man that was shot connected in any way with the films that she was in? Has that been determined at this time? As far as I know, he was not. You say at this time there is no motive. We don't know the motive. I don't say there isn't. I should have said that you know of. That's correct. She shot him, she shot Mario Maya, who was a friend of mine. He's gone now. He said to me,
I can't believe she shot me. I had a brand new white suit on. She destroyed my suit. Shot him in the ass twice. Of course, Andy, she basically killed him. He was never the same afterwards. Can you describe the extent of his illness or his wound? Well, no. At the moment, I will say that the man was shot in his belly, the left belly, went to the left chest, he went to the right chest, and he went out. So he has an injury to his left belly, the left chest, and the right chest, and all his lungs have been shot. Valerie, why did this happen? Because he's a piece of garbage. What did he do to you? Well, let's say, you know my organization, SCUM? You know, he wanted more than anything to control SCUM. Yeah, we wanted SCUM and we got it. You know, he may die. Good. Do you mean that? Yeah, I do. Why do you hate him so much? Because he's him. He gave you a part in one of his movies. Big deal. I didn't ask for it. He asked me to do it. What do you think's going to happen to you now? I have no idea. I don't care. I'm looking forward to going to jail because there's nothing out here but garbage. Miss Solanas is put in a mental hospital. Ils m'ont empêché d'avoir un vrai procès, à la régulière. Le juge a décrété que j'étais cinglée. Et le lendemain, le 5 juin, ils m'ont envoyée dans l'aile psychiatrique du Elmhurst Hospital dans le Queens. On m'a fait passer tout un tas de tests, y compris une fouille vaginale. Ils m'ont même fait passer des tests de QI. J'ai eu un total de 131. J'étais plus intelligente qu'eux et ils le savaient. Et le SCUM Manifesto pendant ce temps-là. Je venais à peine de tirer sur Warhol que Maurice Girodias était en train d'essayer de le vendre partout. Dès le lendemain, il avait activé tous ses contacts pour le publier le plus vite possible. It seems by most accounts that he was not going to publish the SCUM Manifesto and that the shooting was the reason that he published it. He admitted this at one point, that if Valerie had not shot Andy Warhol, he would not have published the SCUM Manifesto, which is one of history's like great tragedies, right? That like a woman who designs her life around trying not to be subject to men ends up only getting her work published because she tried to shoot Warhol, a man, and then her legacy is inevitably tied up with Warhol forever in every imaginable way, even though that's exactly what she wanted to avoid in some ways. Tout un tas de féministes m'ont approché. C'est Florine Skeledy qui a assuré ma défense. On m'a érigée comme figure du féminisme radical. Au fond, j'en avais rien à foutre de leur mouvement. Elles n'avaient de radical que le nom. J'étais la seule à être passée à l'acte. Right after she's first imprisoned, you know, there's this group of radical feminists who like rush to her aid and are like, oh my gosh, you know, this is finally a woman has done something about anger. I went to support Valerie at her arrest and at the courthouse. And Florence Kennedy had been a lawyer for Rap Brown and a lot of Panthers. She was a tremendous force then in the women's movement. So she just naturally, when she saw this, she went down to defend her. And Valerie got abusive to Flo at one point, and Flo said, that's it. I don't take abuse from anybody. So I can try to find other lawyers for you and so on, but I'm out. So there's like a whole group that peels off that basically is like, you know, we want to defend Valerie Solanas and women's violence and women who are like put in these institutions and are treated terribly.
And then there's the women that are like, we need to focus on respectability and like within system change, and we can't have this tainting our legacy, right? So there's like a big divide. Not that Valerie would have, wanted this or cared about this exactly, but there's a big divide between these two camps of feminists that happened at the time. We also were very angry, and we were also all evolving in our analysis of women's oppression. And Valerie seemed to be somebody fighting back, but she was violent. And we don't want feminism connected with violence. Valerie starts writing letters then to T. Grace Atkinson, a lot of letters. Many of these letters were like terribly abusive. I mean, terribly. She just didn't see activism in that way as like the way that women should go about it. She wanted sabotage. She wanted unworking. She wanted this sense that they were working underground. So there's this big tension between her and T. Grace that emerges then. So it was her identity as a writer that was primary for her. I really understand that now. And she didn't shoot Warhol by accident. Warhol was she was very shrewd. She was smart, and she was also shrewd. Et pendant ce temps-là, Andy a cultivé son image de figure christique, sacrificielle revenue d'entre les morts. Grâce à moi, on a assisté au couronnement de sa mythologie. Can we talk about your scars? Oh, yeah. That was from when you got shot, your accident, no? Yeah. It must have been awful. Oh, no, I look like a Dior dress. Très vite, j'ai appris qu'Andy ne voulait pas porter plainte contre moi. Comme c'est charitable. C'est surtout qu'ils voulaient tous éviter un procès. Ils voulaient me faire taire. Alors, ils m'ont fait passer pour folle. So with Valerie, she starts at Elmhurst Hospital. She then goes to Mattawan for a longer period of time. And then she ends up at Bellevue. And all of those were bad. Terrible food, pests and rat sort of infestations, terrible temperature conditions. I mean, for example, at Bellevue, they had programs where, they do experimental gynecological surgeries on. At the time, they were doing this just rampantly. They were like, oh, here's a whole population of women who can't really consent to this. And they did that to Valerie, right? So when she was in Bellevue, she had a hysterectomy that was not fully consented to. So she has this experimental surgery, and that starts this very severe psychosis that she becomes convinced that her uterus has been implanted with a tracking device by what she calls the mob. Now, the mob, we don't quite know what she thinks that is, but it's some conglomeration of men who want to exploit me, is essentially what that is. And she's not 100% wrong, right? Because her uterus has been violated. It is a site of trauma. It is a site of an institution doing something to her against her will. And I think that's such an important thing to remember is the most severe forms of psychosis are based in the real. En janvier 69, ils ont estimé que je n'étais soudainement plus folle et ils m'ont envoyée à la prison pour femmes. En juin, j'ai été condamnée à 3 ans de prison. J'ai réussi à m'échapper. Ils m'ont rattrapée 2 mois plus tard. Et à la fin de l'année 71, ils ont fini par me relâcher. She just got out of an insane asylum, and she was standing on the corner with a small suitcase. I said, "What are you doing here?" She'd been gone a few years. So they just let me out. They let me out. I said, "Where are you living?" She said, "I've got no place to go." It was sad, They just gave her the money to come back into Manhattan, and that was it. She had no money for food, nothing. I bought her a sandwich somewhere. As far as I know, she and her family have never
received royalties for the SCUM Manifesto. So this is also important to keep in mind, that like the work that most defines her, they never ever paid her for, right? And like Olympia Press never paid her for it, like never. She constantly wrote letters, constantly. That was the main thing she would ask for money for, was like, I need stamps, because she'd be writing to all sorts of people. So she certainly wrote to Warhol. She wrote letters to, you know, various people that she thought were in the mob trying to track her. So she has a lot of paranoid letters like that. They called me from the lobby, living in the Chelsea, and said, the police are down there, they want to talk to you. And they handed me a note from Valerie. She'd given them this note saying, Viva, I hate you, so I want to make you suffer, so I'm going to kill your husband. So I was afraid for quite a while that she might be up on a nearby roof with a rifle as a sniper. She used to ride past the Chelsea Hotel going bang, bang, bang. She did that with the factory, too. She would point up at Andy Warhol, bang, bang. And people just dealt with it. SCUM Manifesto de Valerie Solanas. This was about 1975 or 76. I had a friend who lived in the village and was driving a cab. She called me up one day and said, I think I see Valerie Solanas on the street all the time in my neighborhood. And I said, Valerie Solanas? Why don't you ask her if we can meet her? I'd love to meet Valerie Solanas. And she said, okay, next time I see her, I'll ask her if she wants to meet us. And she called me up and said, yeah, Valerie would love to meet us. So we arranged a time, and I felt like, what do I have to offer Valerie Solanas? Nothing, except to tell her how much I represented a group of women who really appreciated her words, who believed in her visionary power, who were inspired. I told her about her book being used in classrooms, and that I wasn't teaching at the time. I was, just out of school and going to go to grad school at some point. She also said she was still writing. She said she had a manuscript called The Final Word. And I was like, well, we really need that. We really want that. But I don't think it ever came to be. And she gave me a stack of her own printed versions of the SCUM Manifesto that, unfortunately, I don't have anymore, Il faut dire pourtant qu'il est un domaine où l'homme possède sur les femmes une supériorité éclaboussante, celui des relations publiques. Il a réussi un brillant tour de force en convainquant des millions de femmes que les hommes sont des femmes et que les femmes sont des hommes. I'm not teaching the SCUM Manifesto that you must believe in or agree with what nobody really is going to agree with, right? But we look at it in the history of ideas and how really, by putting that out there and making the gender binary so outrageous, right, and flipping what patriarchy had said about the gender binary, you could argue that she actually freed us to go beyond the gender binary. L'édition de ce texte est épuisée aussi bien en anglais que dans sa traduction française. Il est donc difficile de se le procurer. C'est pourquoi nous avons éprouvé le besoin d'en reproduire un extrait. Paris, août 76, Delphine et Carole. Les féministes de la nouvelle génération ont donné du travail, quelques articles à écrire. J'ai rencontré un mec, Louis. Ça a marché un temps entre nous et ça m'encombrait. Je n'aimais pas les médicaments qu'on m'avait prescrits, alors j'ai cessé de les prendre. J'ai quitté New York. Je suis allée à Phoenix, en Arizona. J'ai fait du stop jusqu'à San Francisco. Je me suis installée au Bristol, dans le quartier de Tenderloin. Un hôtel social encore pire que ce que j'avais connu à New York.
C'est là que j'ai commencé à me défoncer. Alors que jusqu'à présent, j'étais toujours passée au travers de ce genre de truc. The superintendent said she was too paranoid to like come in the door, so she would like walk up the fire escape to get to her room. People would describe her as wearing this silver lame dress like all over San Francisco. Probably doing sex work again, certainly doing a lot of drugs, kind of not holding together well. Valerie, did you learn that Andy Warhol died? No, I didn't. You didn't learn that? No, I didn't. Would you believe he died last February? Oh, really? Yeah, you did not know? No, I didn't. Oh, he's dead. What do you know? Yeah, what do you know? Actually, he died in the hospital, strangely enough. Oh. Now, how do you feel about that? I don't feel anything. By the way, I'm at this place under Valerie Solanas. Oh, I see. You're under a different name? Yeah, Zeno. Z-N-O. Z-N-O. Yeah. Hole. H-O-L. Zeno. Well, what does that mean, Z-N-O, except it doesn't mean anything. Oh, it doesn't mean anything. I see. My last name is Hole, H-O-L. That's interesting. Well, I want to hang up now. Oh, okay. All right. Okay. So have a good night. We'll be in touch. Okay. Thank you. Bye. Good night, dear. Je suis morte à 52 ans d'une pneumonie le 25 avril 1988. Enfin, à peu près. On ne sait pas trop exactement parce qu'on a retrouvé mon corps qu'environ 5 jours après. J'avais achevé mon livre, Valerie Solanas, par Valerie Solanas. Mais à ma mort, ma mère a brûlé toutes mes affaires et l'intégralité de mes écrits. On recommence de quoi? Du début. SCUM est impatiente. Ok. Merci beaucoup. Ok, c'est toujours. SCUM est impatiente. SCUM. Pardon, j'ai fait une connerie. Excusez-moi. J'ai levé la main, je sais pas pourquoi. C'est trop mignon. Aller dans les boîtes, danser, visiter, conférences, suivre des stages, se cultiver, donc conférences, théâtre, cinéma d'art, concert. On l'a refait dans le Oui. Je me suis perdue. Nous savons que le grand art est grand parce que les hommes nous l'ont dit. Brillant, profondément brillant. Brillamment profond.